Bien. Bien le bonjour à tout le monde. Donc, je me présente Thierry Paulet, je suis le responsable du pôle décisionnel d'une société qui s'appelle Micropole et dont une société nationale qui a une agence à Lille. Et moi donc je suis le représentant de cette agence lilloise et je suis le patron de la partie BI, la partie décisionnelle. Donc merci de m'accueillir ce midi pour traiter ensemble d'un sujet qui fait le buzz en ce moment. Qui s'appelle le Big Data. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous ont peut-être déjà eu quelques idées, quelques lectures sur le sujet. Non, pas forcément, si, oui, sans plus. Eh ben, on va essayer ensemble de démystifier un petit peu ce concept. Oui, pardon, oui, je suis lancé. Et donc bonjour à tous, je me présente également Alain Petzingal. Je suis en fait en charge notamment du recrutement et de l'accompagnement des relations écoles pour l'ensemble en fait des entités en région, donc pour le groupe Micropole. Et donc j'interviens aussi bien sur le Nord-Pas-de-Calais, dans le Grand Ouest, Lyon, le Rhône-Alpes, la Côte d'Azur, Toulouse, voilà. Et donc je serai amené notamment du coup à me déplacer donc aussi bien au sein de votre école, mais également du coup l'ensemble des écoles côté nord. Voilà. Donc j'espère en tout cas avoir l'occasion d'échanger avec vous et de vous rencontrer prochainement. Alors, pour cette heure qui va nous lier, je vous propose ce rapide sommaire qui, encore une fois, je me répète, mais qui va démystifier un petit peu ce buzz. Aujourd'hui, le Big Data, c'est quoi ? De quoi on parle ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'effervescence autour de la thématique. Beaucoup d'éditeurs qui se sont engagés dans le créneau. On va voir un petit peu, on va faire un tour d'horizon justement de ces acteurs du Big Data. On verra d'ailleurs aujourd'hui si le marché est prêt, comme il le dit l'être, ou pas pour le Big Data. Qu'en est-il ? Et puis on va essayer de vous amener vers une convergence entre le système d'information actuel des entreprises vers le Big Data. Alors je ne sais pas si on aura le temps ou pas d'aller vraiment jusqu'à ce business case, mais sinon dans mon propos j'essaierai de prendre quelques exemples pour justement illustrer le propos Big Data par des cas réels que l'on peut rencontrer, en tout cas nous, Micropole, dans nos interventions quotidiennes. Comment mailler justement, marier les données de l'entreprise avec celles issues justement de ce Big Data qu'on va vous présenter. Est-ce que le Big Data peut enrichir la façon de travailler en apportant des innovations d'usage tout simplement ? Alors, justement, rentrons dans le vif du sujet. Le Big Data, de quoi on parle ? Il y a une certaine littérature qui vous parle d'un modèle en 3 ou 4 V pour volume, vitesse et après c'est pas des V. Pardon ? Variété, tout à fait. Plutôt qu'hétérogénéité. Moi, j'ai préféré le terme français hétérogénéité. Et je rajoute un V qui n'existe pas, mais le V de discover, de la découverte. Donc, voyons déjà la première précepte du Big Data. Le Big Data, quand on pense Big Data, on pense forcément volume. Alors, c'est effectivement le premier point d'entrée sur une notion de Big Data. Sauf que le volume, c'est extrêmement subjectif parce que d'une société à l'autre, la notion de volume n'est pas forcément la même. Vous pouvez aller voir un futur client, peut-être un futur employeur qui vous parlera d'une volumétrie exagérément importante et qui ne fera que quelques téraoctets. À l'opposé, vous avez peut-être, ça peut être un petit épicier du coin, face peut-être à une société beaucoup plus importante telle que Auchan, qui elle va aussi avoir une notion peut-être de volumétrie, mais là on ne parlera plus de téraoctets, mais peut-être de dizaines, voire de centaines de téra. Donc la notion de volume, c'est une notion, encore une fois, c'est une notion qui va nous permettre de qualifier le concept du Big Data, mais de manière subjective, puisque le volume reste subjectif au client. Le volume, il est aussi d'un client à l'autre différent de par ses sources et ses formats.
d'un client à l'autre. On a une très grande hétérogénéité des données qui font que effectivement on n'a pas au sens stricto sensus une case. Hop, si vous êtes supérieur à n'importe quoi à 10 teraoctets, alors vous êtes big data. Non. Le big data, c'est un concept multifonctionnalité qui repose bien sûr en premier lieu sur le volume. Ça brasse, c'est effectivement des moyens qui vont vous permettre de brasser et d'analyser des données volumineuses. Ces données peuvent effectivement donc être des données en stock ou en flux. J'y reviens juste après. Je voudrais juste, encore une fois, qu'on continue un petit peu sur le big data. C'est qu'aujourd'hui, la notion de volume de données, il faut bien concevoir que les entreprises n'ont plus forcément la totale maîtrise de leurs données. En tout cas, des données qu'ils souhaitent interroger. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a les données issues du système d'information, donc les données internes, celles sur lesquelles justement les sociétés ont une maîtrise. Mais aujourd'hui, de plus en plus de clients s'interrogent pour pouvoir exploiter des données dites externes, des données à l'extérieur du système d'information, donc des données dont la DSI, la direction du système d'information, n'ont plus de maîtrise. Et ces données dites extérieures, ce peut être les données que l'on retrouve sur, par exemple, tout un tas de sites web extérieurs à l'entreprise, type tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple. Et là, on ne va même plus parler de mégaoctets ni de téraoctets, mais on parle bien de pétaoctets aujourd'hui, en plus de données non structurées. On le reviendra par la suite, mais le big data donc, doit adresser des gros volumes qui ne sont pas forcément maîtrisés par les systèmes d'information des clients, et des volumes qui ne sont pas forcément toujours structurés. On le reverra d'ailleurs par la suite, justement dans la partie variée, partie hétérogénéité. Mais voilà, en tout cas, c'est déjà un petit peu je suis en train de planter le décor du concept du big data. Donc le big data, en premier lieu, répond à des problématiques de volume. Volume, encore une fois, qui aujourd'hui, si on envisage des données extérieures au système d'information, peuvent représenter plusieurs pétaoctets. Aujourd'hui, j'ai plus en tête, mais site Facebook, c'est... ouais, je pense qu'on ne doit pas être loin de 5 pétaoctets, je crois, non? Ou bientôt 10, je ne sais plus, tellement vite. Non? Bon, de toute manière, on est sur une courbe exponentielle, mais ça, vous le savez déjà, je pense, de l'information. En 1870, je crois que l'ensemble des connaissances du monde pouvait tenir sur un disque dur de 40 gigas. Aujourd'hui, on ne va pas bien loin avec 40 gigas. Donc, d'abord, répondre à une problématique de volume en stock, volume accessible, volume physiquement présent. Et puis, il y a une autre notion que le big data doit pouvoir répondre tout en conservant cette notion d'accès au volume, c'est du volume qu'on va dire volume présent en flux, volume présent à un instant donné, volume qui, si on ne l'a pas capté, disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Et ça, c'est également un nouveau concept que les sociétés souhaitent prendre en considération pour analyser au mieux leurs données et les données générées peut-être par leurs actions sur des réseaux ou des systèmes extérieurs à leur système d'information. C'est toutes ces données qui vont passer sur la toile. Typiquement, c'est l'opérateur téléphonique qui propose un ensemble de fonctionnalités sur sa box. Vous avez tous des box, j'imagine? Oui? Non? Encore qui sont peut-être avec le Minitel? Non? L'ensemble de la box dispose de fonctionnalités, de programmes, de choses nécessaires et suffisantes, de la VOD, de l'accès à Internet, de l'accès aux chaînes. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure de suivre la navigation d'un consommateur sur cet ensemble de fonctionnalités.
Ils vont être en capacité éventuellement à savoir quand une VOD est déclenchée, mais qu'est-ce qui a amené la VOD? Peut-être que l'utilisateur de la box a, avant ça, surfé sur sa centaine de chaînes disponibles et ne trouvant rien, parce qu'à la recherche désespérément d'un film qui ne sont plus diffusés en première partie de soirée, et finalement est arrivé sur la partie VOD. Et cette logique-là, ce suivi-là, cette navigation-là, aujourd'hui, les opérateurs ne sont pas en mesure de le pister. Et pourtant, c'est bien une donnée, donc j'appellerais une donnée de flux, de savoir effectivement quelle est la navigation faite par le consommateur ou l'utilisateur de la box. C'est une information nécessaire et suffisante qui permettra d'analyser la consommation et peut-être l'envie, les futures envies des utilisateurs des box. Donc vous voyez cette notion de flux. Flux, c'est quelque chose de volatile, c'est passé, si je ne l'ai pas capté, c'est trop tard. Et bien évidemment, le flux, ça représente énormément de volume. Donc c'est pour ça que je le range dans le premier chapitre, le big data. On parle de volume, accès à volume stocké, que ce soit stocké en interne dans le système d'information de l'entreprise ou stocké en externe sur des réseaux sociaux ou autres. Donc on verra ensuite les différentes structures de cette donnée stockée. En tout cas, de la donnée stockée, qui représente du volume, ainsi que de la donnée dite de flux, présente à un instant donné, qu'il va falloir capter, et pour ensuite pouvoir l'analyser. Donc ça, c'est le premier point. Le big data donc, répond à des problématiques de volume considérables. Je pense que c'est le sens le plus commun. Lorsque vous tapez Big Data sur Google, c'est forcément lié à de la volumétrie. Il y a d'autres choses auxquelles le Big Data doit répondre, notamment l'hétérogénéité de la donnée. Là, j'en ai parlé un petit peu, effectivement, en signifiant que la donnée, d'autant plus quand elle est externe à un système d'information d'une entreprise, peut ne pas forcément être structurée. Donc, il peut y avoir comme ça des différences de structure. Typiquement, le message laissé sur un forum ou le tweet laissé, c'est pas structuré. On est bien d'accord. On n'a pas une colonne sujet, une colonne verbe, une colonne CED. Ça se saurait. Si dans les tweets on respectait la construction d'une phrase normale, ça se saurait. Ou pire dans les SMS. Il n'empêche que cette donnée laissée par tweet ou sur les forums ou sur les Facebook peuvent être une mine considérable pour les équipes, par exemple marketing d'une enseigne, de savoir si leur produit a atteint ou non leur cible. Vous pouvez l'envisager. On peut imaginer que, effectivement, l'équipe marketing d'une société souhaite, par exemple, qui souhaiterait savoir si leur nouvelle chaussure New Feel, truc bleu avec des étoiles rouges, a été pertinemment pris en considération par les clients. L'un des moyens de le savoir est de le mesurer, puisqu'en informatique dite décisionnelle, on suit et on mesure l'évolution d'indicateurs clés sur une période. L'un des indicateurs clés peut être effectivement le degré d'appréciation de cette nouvelle chaussure au travers des réseaux sociaux. Ok ? Donc bien évidemment, ces réseaux sociaux vont générer de la donnée qui ne vont pas être de la donnée structurée et qu'il va néanmoins falloir être en capacité à capter, peut-être à sauvegarder pour pouvoir ensuite le mesurer par rapport à les données du contenu dans le système d'information. Pardon. Je blablate, mais excuse-moi, j'avais perdu le fil. Donc, typiquement, les petites annonces. Les petites annonces, c'est pareil. On est dans la même logique. Les petites annonces, c'est pas structuré. Et pourtant, ça peut être aussi une mine considérable d'informations. Donc, le big data répond à des problématiques de volume, doit répondre à des problématiques d'interrogation de données ayant des structures hétérogènes, des structures variées. J'aime beaucoup le V de varié. Et répondre à ces problématiques-là de manière performante. Parce que bien évidemment, c'est l'élément essentiel qui va faire ou non que votre projet Big Data il a pris chez les utilisateurs. C'est bien évidemment la quasi-immédiateté de l'interrogation de la donnée. Il est bien sûr hors de question que l'équipe marketing qui justement s'interroge si ces chaussures
ont percé ou pas le marché, on ne peut pas se permettre de construire une requête ou une pseudo-requête et d'attendre plusieurs mois d'analyse avant d'avoir le retour de la solution. Il faut être en mesure de savoir si la vente ou la mise en vente du nouveau produit soit directement, immédiatement pertinent ou pas. Parce que bien évidemment, on ne va pas commencer à constituer des stocks, on ne va pas commencer à mettre en place tout un processus de fabrication si justement le produit ne marche pas. Okay. Donc cette vitesse, elle est essentielle au niveau de la notion de big data. Et à cette vitesse, je sens, enfin en tout cas je note ici 3 sous-éléments. Parce que quand on dit vitesse, c'est quoi? C'est d'abord la vitesse de captage, d'autant plus sur des données dites en flux. C'est-à-dire quand la donnée elle passe, il faut qu'on soit en mesure immédiate de capter cette donnée. Donc l'immédiateté, c'est bien la vitesse de captage. Si des flux se déversent, il faut mettre en place des systèmes très très rapides pour retenir cette information, c'est logique. Mais également des vitesses d'analyse. Bien sûr, le cas de mon équipe marketing, on ne va pas attendre des mois le retour d'une étude. Si le produit est mauvais, il faut qu'on le sache tout de suite. Et donc, vitesse d'analyse doit donner forcément, doit profiter à une vitesse de prise de décision depuis le captage jusqu'à l'analyse. Il faut qu'on soit capable de tirer une décision. Ou même, allons jusqu'au bout du concept, ou même jusqu'à pousser une information le plus immédiatement possible à, par exemple, un client. Et ouais, aujourd'hui, on peut être en droit d'imaginer des nouveaux systèmes qui permettent, en fonction, par exemple, c'est la problématique du I ou du M commerce, du commerce dit mobile, avec un support téléphone en guise d'outil de paiement. Mais on pourrait imaginer qu'à partir de ce périphérique mobile, on puisse vous géolocaliser. Ça, c'est pas James Bond, aujourd'hui c'est réel, vous avez tous une puce GPS dans vos téléphones. On pourrait donc être en capacité si en plus les produits de mon enseigne dans laquelle vous êtes en train de vous promener, c'est samedi, vous vous promenez, c'est bientôt Noël, on va faire ses courses, on pourrait imaginer que ces produits soient également équipés d'une puce type RFID qui permettent en tout cas de connaître ce produit. Eh bien, dans l'immédiateté de votre passage devant un rayon, vous pourriez recevoir une information sur votre téléphone sous forme de SMS ou de flash mail ou autre, pour vous dire que justement, hop, tournez-vous et regardez en bas, vous avez la promotion qui correspond au produit qui vous sied le mieux. Et comment je sais que c'est le produit qui vous sied le mieux? Parce que derrière, j'ai une batterie de solutions d'analyse sur vos données historiques, sur ce que vous aviez précédemment acheté, agrémentées de ce que vous êtes en train d'acheter, et qui, dans l'immédiateté de l'analyse et de la situation, me permet, moi enseigne, de pousser directement la bonne promo au bon moment. Alors ça, bon, on y est presque. Aujourd'hui, on y est presque. C'est pas du tout de la science-fiction. Ce que je vous raconte là, c'est aujourd'hui, oui, je reparle de ils sont très avancés là-dessus. Il y en a d'autres. On s'en approche. D'être comme ça dans l'immédiateté. Et bien évidemment, on se doute bien que pour arriver à ça, il faut analyser quantité de données et donc du volume dans un temps très très court, vitesse, pour pouvoir comme ça pousser la bonne information au bon moment pour, encore une fois, aider à la prise de décision idéale. Alors, ça c'est presque de la réalité à peine augmentée, ce qui existe déjà, c'est votre analyse en temps réel sur un site web, en e-commerce cette fois-ci. Vous êtes sur votre page web, vous êtes en train de naviguer, et aujourd'hui, les systèmes poussés par les demandes des équipes commerciales souhaitent vous pousser les bonnes promos au bon moment, et pas quand vous avez dépassé le produit de 3 ou 4 pages de clics. Donc c'est ça aussi toute l'ambition aujourd'hui du système, et ça rentre dans le big data parce que ça
ça génère du volume, enfin en tout cas ça nécessite de mesurer du volume dans des temps de vitesse très courts pour permettre comme ça au système d'être proactif dans l'analyse et pousser la bonne information. C'est que je sais pas si... Hop. Décidément, j'ai du mal avec... Non, il ne peut pas. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Hop. Je débute juste l'informatique, c'est pour ça. Pour moi, le concept de la souris, c'est encore un peu nouveau. Hop. Bref. Donc, problématique, big data, vitesse. Ok, on a compris. Ça nous permet comme ça d'envisager des systèmes ultra performants. Donc, volume, variété des données, vitesse, les 3 V, et le quatrième, de découverte, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le big data permet également de mettre à disposition des outils et des méthodes pour aller à la découverte de nouvelles données. À partir du moment où, justement, on est en plein dedans, à partir du moment où on veut adresser des données qu'on ne maîtrise pas dans le système d'information. Donc j'ai dit tout à l'heure, quand je parlais du volume, aujourd'hui le big data est une des solutions qui va nous permettre d'adresser des données qui ne sont pas forcément que dans le système d'information. On va aussi pouvoir adresser des données qui sont à l'extérieur, hein, type Facebook, etc. etc. À partir de ce moment-là, on va être donc obligé d'aller analyser de la donnée qu'on ne maîtrise pas, et pour donner du sens, pardon, excusez-moi, dites-le moi quand je suis en face, pour aller donner du sens à cette donnée qu'on ne maîtrise pas, eh bien, on va forcément donc faire appel aussi à des outils de big data qui vont nous permettre d'aller... enfin, des outils de big data, c'est un grand mot ce que je suis en train de dire. En tout cas, on est aussi dans le concept de big data pour pouvoir aller analyser de la donnée que l'on ne maîtrise pas, qui vont nous permettre de donner du sens à cette donnée. Et qui dit sens, dit valeur. Et là, ça va nous permettre de concevoir peut-être un changement d'utilisation. Vous avez dit ça en préambule, hein, que le big data peut-être allait aussi être source d'innovation dans les types d'usages. Peut-être, et je l'espère en tout cas, que grâce au big data, on va enfin pouvoir remettre côte à côte des équipes métiers avec des équipes informatiques, parce que l'un sans l'autre sur la problématique du big data ne peuvent rien faire seuls, pour justement en fait que le métier soit à l'initiative d'une recherche, d'un besoin de découvrir la donnée. Je sais que j'aurai besoin de telle information à analyser pour me permettre peut-être de mesurer ou non la pertinence de mon produit, mes fameuses de chez... mais je ne sais pas comment faire. Et là, je me retourne, moi métier, vers l'informaticien qui va lui répondre. Eh bien, captons, hein, données de captage, captons les éléments qui circulent sur un système extérieur à notre système d'information, en l'occurrence les forums, les tweets, etc., pour justement choper l'information et ensuite l'analyser. Donc le big data peut et doit être, hein, parce que c'est un buzz, hein, le big data, vous avez entendu ça depuis 1 an ou 2, c'est le buzz du moment, mais le problème c'est que trop de personnes l'ont pensé purement IT. Mais non, le big data c'est un concept, certes porté par l'IT, mais qui doit avant tout répondre à des besoins fonctionnels, des besoins métiers. Donc le big data, je le répète, doit permettre de mettre main dans la main et côte à côte les équipes métiers avec les équipes informaticiens pour que ces derniers puissent répondre au métier de la mise en place de systèmes permettant de traiter du volume, pas forcément interne d'ailleurs, du volume peut-être extérieur, rapidement pour donner du sens à la donnée. Et puis on parle aussi peut-être de, je ne sais pas, vous l'avez vu dans les littératures, de data scientists. Les data scientists, c'est tout simplement, c'est des gens qui vont mettre, une fois que cette donnée elle va être captée, du sens et de la valeur statistique, en fait, tout simplement, à cette donnée captée. Ok ? Bon, j'ai été volontairement un peu long sur ce premier slide pour un petit peu démystifier les concepts.
Donc, j'espère qu'en tout cas, vous aurez compris que le big data, enfin, elle arrive au bon moment là. Le big data est bien évidemment une source de sacré... Pardon, le big data est un sacré levier de valeur pour une entreprise. Ça va effectivement lui permettre d'aller au-delà de son système d'information actuel et d'y aller de manière performante. Mais c'est également aussi source de pas mal de fantasmes, hein, où aujourd'hui, tout le monde se dit faire du big data, mais voilà, on va essayer aussi de planter un peu plus le décor. Et puis, constater aussi que le big data n'est qu'un complément. C'est pas forcément une révolution, on ne va pas tout casser pour passer en big data. Aujourd'hui, grâce au big data, on est en mesure de mesurer l'audience d'un public sur des réseaux sociaux, c'est un fait. De là à dire demain, je suis et j'arrête mon activité connaissance client et je base tout ça sur ce qui est donc l'activité CRM. Je rentre dans le détail, si CRM ça vous parle, ouais. Donc j'arrête l'activité CRM et je balance toute mon analyse de fidélisation client sur une analyse Twitter. Bah, bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je pose les choses. Ok, le big data permet de faire beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de fantasmes autour de ça et qu'on va essayer, là, dans les 3 quarts d'heure qui nous restent, de continuer un petit peu à démystifier. C'est une évolution. Je préfère le terme évolution que révolution, parce que révolution, on a toujours tendance à croire qu'il faut tout exploser et puis tout refaire, tout réparer après. Non, c'est une évolution qui a un impact majeur sur la stratégie d'entreprise. Parce que le big data, néanmoins, de mettre en place tous des systèmes qui permettent de traiter du volume rapidement, des volumes hétérogènes, et pour un besoin de valorisation de données, ça peut coûter très cher en termes financiers. Hein, ce sont des systèmes onéreux. Donc aujourd'hui, seule une stratégie globale d'entreprise, et pas forcément juste un délire ou un fantasme d'un informaticien dans son coin, seule une véritable stratégie d'entreprise peut mettre en place un big data au sein d'une entreprise. Et encore une fois, il faut bien mesurer les impacts, parce que si par exemple demain vous avez un client qui vous dit « moi je veux mettre un big data pour capter les informations météo, pour faire mon analyse de mes ventes, justement, de savoir pourquoi mes Bermudas ils se sont moins vendus l'année 2012, parce que l'été 2012 il était particulièrement pourri sur le nord de la France », eh ben non. Surtout pas, parce qu'il existe déjà des solutions qui proposent de pousser des données météo via web service. Donc on ne va pas réinventer la poudre. Vous voyez, donc, ok, il y a une évolution, il y a une considération autour du big data, mais posons un peu les meubles, voyons un petit peu plus, démystifions le mythe, et comme tout effet buzz, il faut prendre un petit peu de recul aussi par rapport à ça. Alors, justement, continuons un petit peu à prendre du recul, et rendons-nous compte en fait que on faisait quelque part un peu déjà de big data sans le savoir. La mesure le marketing performance, c'est ce qu'on appelle la segmentation client, c'est-à-dire de mesurer une population et de savoir segmenter cette population idéale, vers telle ou telle cible. Je reprends mon exemple de mes chaussures vertes à pois rouges. Bon, voilà, on peut imaginer que dans la segmentation, on puisse identifier quelle serait la partie des clients qui serait le plus appétant sur ce genre de produit. Le marketing performance, forcément, on faisait déjà le marketing performance initialise le concept du big data. Parce qu'on va, en segmentation, effectivement, éluder bon nombre d'informations pour pouvoir bâtir notre analyse. La BI, la Business Intelligence, c'est la même chose. Aujourd'hui, la Business Intelligence, on a besoin de plus en plus de traiter du volume. Parce que de plus en plus, on a besoin malgré tout d'aller dans un certain niveau de détail. Prenons un exemple local. Génère 1 600 000 tickets de caisse par jour.
Et forcément qu'il y a de l'analyse après derrière jusqu'à ces tickets de caisse à faire. Alors bien sûr, si on parle de BI, on va plutôt se positionner sur un point de vue plus agrégé, mais tôt ou tard, on aura forcément des répercussions de cette volumétrie existante. Le CRM, j'en parlais tout à l'heure, c'est la partie effectivement gestion de la connaissance client. Bah oui, c'est un fait essentiel. On en faisait déjà avant de faire du big data et on en fera encore après. Donc le big data ne peut que enrichir ces différents métiers. Et bien sûr, l'e-business. L'e-business, tout le commerce en ligne est générateur de données, d'analyse, éventuellement générateur de données qui peuvent être récupérées comme données extérieures peut-être pour d'autres clients. Hein. On pourrait imaginer que par exemple, qui a son propre moteur d'e-business, propose, d'ailleurs c'est ce qu'ils font il me semble, propose des encarts où les utilisateurs peuvent laisser des commentaires. Ces données laissées en commentaire peuvent ensuite être utilisées comme données dites extérieures pour l'analyse justement des fabricants et savoir quel est l'impact de leur nouveau disque dur dans l'écosystème des acheteurs, par exemple. Et également, d'un côté comme de l'autre, les solutions d'e-commerce, j'en ai parlé tout à l'heure, lorsque vous naviguez sur le site, il faut être en capacité, comme ça aussi, demain, à être en capacité à pouvoir pousser les promotions au bon moment de la navigation d'un client sur votre site e-business. Donc, aujourd'hui, on fait quelque part, on génère de la donnée et on a besoin on génère de la donnée qui peut être ensuite réinterprétée dans le big data, et inversement, on a au moins quatre cœurs métiers qui auront des besoins et des impacts sur le big data. Alors aujourd'hui justement, on en est où là-dessus pour l'entreprise? Donc le big data, ça va effectivement impacter des données sur les clients, sur les métiers, sur les données administratives, sur les données produits. Ça, c'est un fait actuel. Et demain? Eh bien demain, l'entreprise aura de plus en plus besoin de données effectivement dites externes. Alors j'en ai déjà parlé, mais là ce slide réillustre ce que j'ai dit en préambule, durant ce long préambule. Ça va être tout ce qui va être les données du web, les données sociales, tout ce qui est sur le web 2.0, vont être des sources de données pour justement que les entreprises, d'un point de vue décisionnel, BI, puissent mesurer les évolutions de leur valeur, les évolutions de leur croissance, par rapport à leurs objectifs. Alors, aujourd'hui, quand ce slide, pour présenter un petit peu synthétiquement où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait donc, par rapport à mon slide précédent, déterminer des données dites internes, des données externes. Les données internes sont celles des entreprises, c'est celles qu'il y avait en bas dans mon précédent schéma, c'est toutes les données clients, administratives, financières, etc. etc. Données externes, c'est les données issues du web. Ensuite, d'un point de vue interne, on sait découper de la donnée structurée, typiquement ce qu'on a dans notre entrepôt de données décisionnelles, le fameux data warehouse, système de gestion de base de données relationnelles donc structurées. Ok ? Des données non structurées. L'ensemble des documents de la documentation d'entreprise, c'est du blabla, c'est des lettres qui, mises bout à bout, forment des phrases, des paragraphes. Et pourtant, ces données sont bien des données de l'entreprise, qu'on pourrait peut-être un jour vouloir aussi analyser d'une manière ou d'une autre. Donc, ce sont des données non structurées. Il n'y a pas de case sujet, verbe, COD, quoique on respecte certainement un formalisme un petit peu meilleur que ce qu'on trouve dans SMS ou sur les tweets. Et pourtant, ça fait bien partie des données internes de l'entreprise. Ce sont des données qu'on va nommer comme étant permanentes. Donc dans ma présentation de tout à l'heure, où je parlais des logiques
big data sur le volume, ben là on est sur du volume de stock. Hein, c'est volume de stock, ça peut représenter plusieurs téraoctets, peut-être même bientôt des pétaoctets dans certains entrepôts de données type France Télécom et autres. Mais c'est de la donnée dite permanente car maîtrisée par l'entreprise, car interne. Okay, en opposition à ces données, et pourtant ces données sont tout aussi importantes, le deviennent de plus en plus en tout cas, de par la pression des métiers qui veulent justement d'aller de manière de plus en plus fine dans leurs analyses, on va donc opposer des données qui vont être donc des données externes, qui peuvent être des données éventuellement issues de capteurs. Hein. On a comme ça, on peut avoir des capteurs, typiquement les web analytics. C'est-à-dire c'est des mouchards qu'on va pouvoir mettre sur les sites e-commerce par exemple, et puis c'est des logs, tout simplement des logs structurés qu'on va bazarder dans des bases. Mais sauf que ça va être, là on n'est plus dans de la donnée permanente, on est dans la donnée événementielle. Donc à chaque fois il y a une log qui est faite, il va falloir la capter. Mais on reste sur des flux formatés, structurés. Et en opposition, bien évidemment, on a ce fameux contenu externalisé, certes, et qui est d'autant plus complètement volatile, de par même sa définition, ça va être tout ce qui va être flux. Flux de navigation sur la B-Box. Je fais de la pub pour Big, sur la box. Flux de navigation sur le web, flux laissé en commentaire sur une page de petites annonces, type Le Bon Coin. Donc, aujourd'hui, de prime abord, quand on pense Big Data, on pense là. Je vais vous expliquer qu'en fait, aujourd'hui, le Big Data, il est là. Effectivement, il y a un effet Big Data, parce que de plus en plus, les entreprises, surtout les grosses entreprises, ont des entrepôts qui commencent à déborder. De plus en plus, ces mêmes entreprises génèrent de la documentation type Word, PDF qui commence à déborder. De plus en plus, il y a une pression forte des données non maîtrisées, des données extérieures, pareil, et pourtant on a un besoin de les analyser, un besoin Big Data, comme précédemment défini dans ma première slide. Donc aujourd'hui, le Big Data, il n'est pas juste que sur les données externes volatiles, il est bien sur l'ensemble, il y a une pression Big Data sur l'ensemble du système d'information d'une entreprise. Alors justement, en termes de système d'information d'entreprise, aujourd'hui, les entreprises sont plutôt sur ces problématiques ici figurées en orange, mais bien sûr, on pressent que d'ici 2015, c'est demain, il y aura de plus en plus de pression pour accéder et analyser des données qui seront de plus en plus volatiles. Et donc rentrer dans une problématique de volume de flux et non plus de volume de stock. Ok ? Est-ce que je démystifie là ? Est-ce que vous voyez un petit peu plus clair ou pas encore ? Parce que Big Data, on ne savait pas trop. Bon là, ok, on pose un peu les choses et on voit que Big Data, c'est pas que du web, que beaucoup de données sur les réseaux sociaux, etc., etc. Alors, le Big Data, ça date pas d'hier, hein, ça fait déjà 10 ans que des éditeurs se penchent sur la question, de savoir un petit peu comment appréhender cette explosion de volume, tant de stock que de flux. Alors dedans, on retrouve forcément des grands noms que vous connaissez tous, et qui sont eux-mêmes générateurs de volume, type Amazon, type eBay, type Facebook, des pures informations type documentaire, le New York Times par exemple. Voilà. Donc ils ont eu un besoin de réfléchir à comment le New York Times justement pouvoir accéder rapidement à des données dites, alors là pour le coup complètement non structurées, à l'intérieur de leurs articles historisés. Voilà, typiquement c'est une problématique. Typiquement il fallait y réfléchir. Donc New York Times a réfléchi et a développé depuis 10 ans une solution maison. Et puis,
toute cette effervescence, cette réflexion globale, comme bien souvent dans l'informatique, justement, a permis l'émergence d'une solution open source qui s'appelle Hadoop. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Qui est donc le résultat, quelque part, de cette décennie de réflexion menée sur le big data, de permettre comme ça à un système d'adresser de très gros volumes. C'est avant tout ça le premier but d'Hadoop. Donc là, Hadoop ne répondrait, par rapport à ma slide de présentation, que à la problématique accessibilité en performance, vitesse et volume. Voilà. Mais vitesse de données stockées, pardon. Vitesse d'accès à des données stockées, à un volume de données stockées. Je vais y arriver. Alors, ce slide, juste pour pour reposer un petit peu les choses. Là, c'est vrai que depuis 10 ans, je parle de l'émergence de réflexions par les éditeurs eux-mêmes. Il n'empêche que les innovations technologiques qui ont amené jusqu'à ce projet Hadoop ne datent pas d'hier non plus. Et si je les remets sur un axe temps, si j'enlève ma grosse tête pleine de cheveux, en commençant dans les années 80 avec l'effervescence de tous les systèmes de gestion de bases de données dites relationnelles que vous connaissez, hein, les Oracle, les IBM, DB2, les SQL Server, les Postgre et compagnie, eh bien, on a continué à évoluer. Et puis, on a, dans les années... milieu des années 90, on a eu l'effervescence des premières bases colonnes. On a commencé à verticaliser l'information plutôt que de l'avoir dans des tables en ligne. On s'est plutôt intéressé à des valeurs, au mode de calcul qui permettait les agrégats. Donc là, c'était très orienté décisionnel, data warehouse. Et on a eu l'effervescence des bases colonnes. Et puis des bases colonnes, un petit peu avant les années 2000, on est rentré dans le concept des bases dites en mémoire, où là, on ne stockait plus une information vectorialisée sur un disque dur, mais on la stockait directement dans la mémoire même des serveurs. Où je vous rappelle que le temps d'accès, il est de l'ordre de la nanoseconde face à la milliseconde sur un disque dur, donc beaucoup plus performant. Avec peut-être beaucoup plus de contraintes, parce qu'on était plutôt effectivement sur de la donnée agrégée. Et puis on continue notre cheminement, notre innovation technologique, les bases colonnes, les bases in-memory. On voit là depuis ces 15 dernières années, il y a quand même une effervescence qui est en train de un peu comme le cachet d'Acal Césaire, hein, là ça bouillonne plutôt pas mal en ce moment sur ces 15 dernières années. Et aujourd'hui, on a même commencé à entendre parler et à mettre en place des solutions NoSQL. Alors NoSQL pour Not Only SQL. C'est pas plus du tout de SQL, c'est not only. C'est-à-dire, on a des systèmes aujourd'hui qui permettent d'héberger de la donnée qui n'est pas forcément structurée. Ah, tiens, ça revient un petit peu à ma slide précédente où je vous disais qu'effectivement, une des problématiques des entreprises, c'était entre les données structurées et les données non structurées. Voilà, le not only SQL permet de répondre à ces premières données. Et puis allons encore un peu plus loin. L'innovation technologique autour du search. Type Google Search. On va commencer à taper des mots, il y a une autocomplétion qui se fait et qui indexe directement le bon document. Parce que généralement, les moteurs de search sont plutôt dévolus à toute la logique type documentaire d'une entreprise. Et le tout saupoudré de données qui peuvent venir de l'extérieur, donc qu'on ne maîtrise plus, donc avec des problématiques de volume, pour arriver donc au concept Hadoop, c'était il y a 5 ans, puisque c'était en 2009. Alors, face à cette évolution classique, eh ben, les acteurs du marché, ils n'ont pas fait grand-chose jusqu'à très peu de temps, en fait. Les acteurs classiques, c'était les éditeurs des SGBDR, c'est les grands, hein, j'en ai parlé, Oracle, IBM, Microsoft. Ils ont un petit peu saupoudré, là, en 30 ans de temps, un petit peu SGBDR+, parce qu'il y a eu quelques évolutions d'innovation technologique portées, mais on est resté dans une philosophie relationnelle. Et puis, Hadoop arrivant, un nouveau marché étant ainsi identifié, d'un seul coup, ils ont pris le pli,
Et ils ont adopté quelque part, ou racheté, puisque bien souvent les très grands ont beaucoup d'argent et permettent de racheter des brevets développés précédemment, pour essayer de contrecarrer le gros éléphant open source qui était sorti en 2009. Donc, tout ça pour un petit peu marquer les différentes étapes qui nous mènent à des solutions Big Data. Et je vais accélérer parce que le temps tourne. Mais je pense que c'était très important que dès le départ, je plante un peu le décor et que je démystifie la chose. Donc, si je reprends sur mon graphique, là, des données internes, externes, et de l'effet Big Data qui tourne autour de ça, où est-ce que je mets les innovations technologiques? Je les mets là. Effectivement, les notions de CMS, de Content Management Server, des serveurs de gestion de données, on est plutôt sur des aspects documentaires. Le Not Only SQL, oui, on est aussi plutôt de ce côté-ci, parce que, souvenez-vous, c'est toute cette partie-là, c'est la partie non structurée. Alors que les bases colonnes, typiquement les bases colonnes et les in-memory sont plutôt dévolues à l'entrepôt classique de données décisionnelles, et les bases MPP pour massivement parallèles. C'est-à-dire que c'est des bases qui vont permettre en fait de réellement faire du multithreading dans l'interrogation des bases de données, parce qu'il y aura plusieurs têtes tout simplement. Parce que quoi que vous me disiez, une base Oracle installée sur un serveur standard, il fait du pseudo multitâche, mais il y a un moment où c'est bien une tête qui vient lire un disque. Donc forcément, le multithreading, il y a un moment en écriture ou en lecture, se retrouve limité par la technologie même de la base de données. Pour remédier à ça, des fabricants ont mis en place des bases de données d'un autre genre, où il y a une espèce de clusterisation du nombre de disques et des unités de calcul, pour permettre d'envisager des bases dites massivement parallèles, donc avec plusieurs têtes sur plusieurs disques, en gros, je le simplifie. Ce qui permet donc là, bien sûr, d'adresser de la donnée. Donc, Hadoop là-dedans, je vous l'ai dit, il est plutôt orienté non structuré sur du flux externe. Cette notion MPP base colonne, on rentre dans ce qu'on appelle les very large database, désolé pour l'accent, les bases de données très grosses. C'est plutôt donc effectivement l'adage de la BI. Alors que le NoSQL, avec des portails de CMS, des portails donc vous permettant de vous naviguer dans des contenus enrichis, eh bien c'est l'apanage de ce qu'on appelle le search. Okay, BI d'un côté, search de l'autre, big data au centre, et on se doute bien que l'évolution des choses étant que les deux vont tôt ou tard se croiser, se marier. Alors justement, on y va. Alors, juste un petit mot, parce que dans l'effet Big Data, il y a aussi un impact évident là-dessus. De plus en plus, on voit apparaître deux nouveaux systèmes, qui s'appellent les appliances. Qu'est-ce que les appliances? Tout simplement, ce sont des machines physiques, c'est vraiment des machines physiques, qui embarquent, donc qui sont modulaires, qui peuvent s'augmenter ou se réduire, souvent s'augmentent. Et chaque module embarque une partie de la base de données interrogée. Donc en fait, c'est un peu un jeu de Lego. En fait, je vais pouvoir comme ça construire en rajoutant une brique, et la brique automatiquement va prendre un petit peu d'unité de calcul nécessaire à la création de la requête, et un petit peu d'espace disque nécessaire à l'hébergement de la donnée. Et aujourd'hui, donc, il y a une véritable effervescence autour des appliances, puisque tout le monde sort le science. Bon, il y a Oracle qui a sorti Exadata, il y a IBM qui a racheté Netezza, il y a SAP qui a sorti son HANA, et qui a donc et Microsoft qui va bientôt sortir son SQL Server 2014 et qui permettra de faire de l'appliance également. Donc il y a un nouvel apanage une effervescence autour de des appliances, et les appliances, bien évidemment, sont directement impactés par l'effet Big Data. On en reviendra tout à l'heure, il y a un petit slide dans 5 minutes, je vous en parlerai. Je vais aller très très vite. Donc, j'ai parlé, effectivement, l'adage du Big Data, c'est de permettre d'accéder rapidement, vitesse,
à des grands volumes pour pouvoir faire de la découverte. De la visualisation de données. Aujourd'hui, de plus en plus de solutions dites de restitution permettent un petit peu et proposent de la visualisation bien sentie de cette donnée justement de masse. Parce que comment on représente, c'est un peu ça la question, c'est comment on représente sous Excel par exemple la pertinence de mes fameuses chaussures bleues avec mes points rouges, mis à part de faire un graphique, mais alors après je vais avoir une question, oui mais maintenant je voudrais l'avoir par tranche d'âge de mes consommateurs, et je refais un nouveau graphique, et ça devient compliqué, et ça devient lourd et long. Aujourd'hui, également, profitant de l'effervescence autour du Big Data, des éditeurs proposent des solutions ou des évolutions de leurs produits de restitution. Vous voyez, donc là on est quelque part à la fin de la chaîne, je ne parle même plus de la partie architecture, hébergement de la donnée, je parle bien restitution. Et bien même au niveau de la restitution, il y a l'effet Big Data qui se fait sentir, et aujourd'hui des éditeurs proposent des solutions créatives de mise en forme de la donnée. Alors, volontairement, je ne vais pas en parler parce que je peux en parler des heures, mais voilà, il y a des choses, des petites choses rigolotes, des espèces de trucs de population en couleur, des cartes de chaleur qui sont très utilisées justement pour traiter et représenter de la masse, ce qu'on appelle des bubble charts, qui donnent des informations verticales, horizontales et en fonction de la largeur des boules, etc., etc., etc. Donc le Big Data a un impact sur la donnée elle-même, le stockage de la donnée, jusqu'à la représentation de cette donnée accédée. Alors, justement, j'en parlais il y a 2 minutes, la convergence qu'on pressent entre l'ABI d'un côté, les bases massivement parallèles, et les moteurs de search de l'autre, bien évidemment portés par des nouveaux usages, que ce soit de la donnée interne ou de la donnée externe, ainsi que des problématiques de restitution graphique de cette information, font que l'on pressent, encore une fois, vous voyez, 2015, c'est quand même, ça va pressentir une grande année, puisque de plus en plus, les entreprises vont se tourner aussi sur le contenu externe de leur société. Et pour y remédier, on pressent aussi que les moteurs de search dans la problématique Big Data, pardon, excusez-moi, vont prendre le relais et vont dépasser d'ailleurs probablement l'apanage actuel des solutions BI. Donc là, c'est une tendance que l'on pressent, nous, chez Micropole, pour les différents ateliers et relations qu'on a avec nos clients. La mutation des usages d'analyse est réellement en marche. Donc, très très rapidement, et je pense qu'on verra jusqu'où on va, les outils du Big Data. Donc, bien évidemment, il y a les acteurs historiques de la base de données relationnelle, avec leurs nouvelles solutions, les Oracle, les Sybase, qui au passage s'est fait racheter par SAP, SQL Server Microsoft, DB2, PostgreSQL, MySQL, etc., etc. Autour de ça, c'est un statut, autour de ça, il y a déjà des acteurs connus en BI. Forcément, le Big Data a un impact sur la BI, donc forcément, les acteurs de la BI ne s'y sont pas trompés. Il y a tous les acteurs de la BI en haut à droite, à gauche, donc qui sont également mis sur la partie Big Data en proposant donc des solutions de restitution, ce que je viens d'en parler juste avant. Et à l'opposé, ici en bas, il y a également les acteurs des modules de search qui pressentent, un peu comme Micropole, l'effervescence de leur solution d'ici les 5 à 10 prochaines années. Et avec pareil des mouvements de force. Oracle a racheté NDK étant l'un des principaux justement moteurs search depuis historique. Google Search aussi qui est plutôt pas mal posé. Donc ça, c'est le constat des acteurs actuels. Le tout saupoudré des nouvelles tendances. Donc les bases massivement parallèles. On parle de Teradata, de Netezza. Et vous voyez, je les ai fait en rouge, parce qu'en rouge, ce sont justement les fameuses appliances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une déclinaison de ces solutions de stockage sous forme d'appliances, sous forme donc de modules techniques, serveurs et bases de données, qui permettent comme ça de croître
avec la croissance du volume de l'entreprise. Donc il y a des grands acteurs comme Teradata, comme Netezza, qui s'est fait racheter dernièrement par IBM, comme Greenplum aussi, vous avez peut-être vu dans les littératures, parce qu'on parle de Big Data, on entend souvent Hadoop d'un côté et Greenplum de l'autre. La Greenplum, c'est une solution de base massivement parallèle, qui en plus donc, a été rachetée par EMC et qui propose sa solution sous forme d'appliance. Alors, bien sûr, c'est pas fini mon graphique. Il y a aussi tous les acteurs des bases colonnes, les Sybase IQ en tête et VectorWise également. Il y a les acteurs de la GED. La GED, c'est la gestion électronique des documents. Puisqu'on en a parlé tout à l'heure, la partie documentaire d'une entreprise rentre dans la donnée source éventuellement impactée par, ou du moins nécessaire par une analyse dite Big Data. Donc les éditeurs de GED et de CMS, sans proposer peut-être actuellement de fonctionnalité search, se sont quand même positionnés sont également des acteurs, je dirais, du Big Data. Vous voyez, le Big Data, c'est pas une solution. Le Big Data, c'est pas une matrice où donnez-moi votre volumétrie et je vous sors un éditeur en face. Le Big Data, c'est bien un concept. C'est ce que j'essaie de vous montrer là depuis 50 minutes. Le Big Data, c'est un concept. Et dans ce concept, on y retrouve des nouveaux acteurs, tels que Hadoop, qui propose une base not only SQL, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, on peut estimer que des acteurs majeurs des systèmes de base de données relationnels sont également aussi impactés et sont également pourvoyeurs de données entrantes ou sortantes vers le Big Data. Donc les bases NoSQL sont aussi des outils Big Data, ainsi que les bases in-memory telles que SAP HANA par exemple, ou Oracle Exadata. Donc Hadoop, chef de file, parce qu'il était le premier, je dirais, à être envoyé sur le marché de l'open source. C'est du Java, donc c'est relativement facile à apprendre, à intégrer dans une architecture d'entreprise. C'est pas cher, c'est de l'open source, mais vu que c'est de l'open source, quid du prix? Parce que, encore une fois, l'open source c'est bien, mais encore faut-il avoir des équipes derrière qui sachent et puissent l'exploiter. Donc peut-être vers un nouveau standard à voir. Et j'aurais fini. Voilà. Bien, non? C'est parfait. Hop. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter sur si j'ai 30 secondes. Donc aujourd'hui, le Big Data, vous l'avez compris, enfin je l'espère, c'est un concept qui va venir, ou qui vient, parce que c'est pas du futur, c'est du présent, qui vient chahuter les architectures. Donc là, j'ai repris une architecture traditionnelle que vous devez connaître, je pense. On part d'un système d'information opérationnel vers une diffusion vers une diffusion aux utilisateurs finaux, type BI, en passant par une phase intermédiaire qui est le fameux entrepôt de données, le dataware, qu'on vient alimenter par l'ETL, et le Big Data là-dedans. Et bien le Big Data, ça peut être des flux qu'on va capturer, donc Capture Data Change, CDC. Donc on va venir capturer pour aller charger dans une base, une très grosse base de données. Alors base de données relationnelle, MPP ou Not Only SQL type Hadoop. On va donc comme ça conserver un niveau de détail volumineux qu'on va peut-être ensuite pouvoir extraire, dont on va pouvoir extraire certains agrégats qui viendront également alimenter le fameux dataware. Et ça va nous permettre également d'avoir une interférence sur les utilisateurs de BI dites prédictives, les fameux data scientists qui vont comme ça essayer de mettre un peu de plus-value statistique sur les analyses. Et bien sûr, il y a aussi le Big Data externe qui va pouvoir aussi s'interférer là-dedans. Et voilà, là j'ai fini. 1 minute de trop. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. J'espère avoir été à peu près clair dans ce vaste sujet qu'est le Big Data et qui est relativement
Voilà, on pourrait passer des heures et des heures et des heures, hein, je pense. J'ai essayé de condenser au maximum, j'ai essayé juste de dégrossir et de démystifier un petit peu ce qu'était le Big Data. Donc j'espère qu'au moins en cela, j'aurais pu vous aider. Oui, juste une petite seconde. Donc la semaine prochaine, juste avant la nuit d'info, il y aura Raphaël Marby qui va faire une conférence sur comment développer rapidement. Pour ceux qui font la nuit d'info, vous en aurez besoin. C'est toujours pareil, c'est mardi prochain, 9h. Voilà, merci.